Salut tout le monde! Alors on fait une Wikibalade, puis on parle des écrits des concours. Donc Wikibalade du jour, ça fait longtemps. On avait fait Wilson avec la chambre à brouillard. Là, on va faire Richardson avec les phénomènes thermo-ioniques, donc le fait qu'on puisse émettre des électrons en chauffant une électrode, en chauffant un petit filament par exemple. Après, il y a toute la série sur la mécanique quantique qui arrive là, De Broglie, Raman, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Chadwick avec le neutron, S avec le rayonnement cosmique. Voilà, c'est des gens dont on a déjà parlé, tout ça. Anderson, Davidson et Thomson pour les cristaux. Anderson aussi, il a découvert la première particule d'antimatière. Fermi, c'est aussi la mécanique quantique. Globalement, jusqu'à Pauli, là, il y a vraiment une sorte d'âge d'or de la physique, même si après c'est exceptionnel aussi, mais c'est un peu moins connu. C'est un peu plus technique et un peu moins connu. Ok, allez, c'est parti pour la Wikibalade du jour sur Owen Richardson pour ses travaux sur le phénomène thermo-ionique et spécialement pour sa découverte de la loi nommée d'après lui, donc la loi de Richardson. Donc le voilà. Donc c'est un Anglais. Il est né en 1879 et mort en 1959. Et donc voilà, il a mis en place une loi dont on va parler, qui permet de décrire les phénomènes thermo-ioniques. Donc on ira parler de ça. Voilà, il était à Cambridge, à Princeton. Et son travail est très important parce que ça a donné la base, ça a posé les bases du tube à vide. Les tubes électroniques, ce sont les ancêtres des transistors. C'est ce qui a donné un peu plus tard toute la révolution des ordinateurs avec les transistors. On va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de l'effet thermo-ionique. Voilà, il a travaillé sur l'effet photoélectrique, on va parler un petit peu de ça, on va rappeler un peu ce qu'on avait dit, parce que c'est un petit peu lié. Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est l'émission thermo-ionique. Donc c'est un flux d'électrons qui est émis par un métal, par exemple une électrode en métal. Dans les ampoules, hein, ça peut émettre de la lumière, des photons, mais ça peut aussi émettre des électrons. Donc c'est provoqué par les vibrations des atomes dues à l'énergie thermique, d'où le nom thermo-ionique. Thermo parce qu'à la base, ça vient d'une énergie thermique, en chauffant que ça émet des électrons. Et ionique, hein, parce que ça émet des ions, des particules chargées en tout cas. Et pour ça, il faut que ça surmonte les forces électrostatiques. Et donc, c'est relié à l'effet photoélectrique. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça. En gros, dans le métal, les électrons, ils sont reliés aux atomes. Et quand il y a la lumière qui arrive dessus, donc là, c'est photoélectrique, c'est les photons qui vont donner de l'énergie. C'est pas l'énergie thermique. C'est un autre phénomène. Et ça va arracher un électron qui va pouvoir soit devenir un électron de conduction, donc créer du courant, ça va conduire l'électricité, alors que si l'électron il est attaché à l'atome, bah, il ne peut pas se déplacer, donc il n'y a pas de courant. Soit carrément, ça va l'arracher au métal. Et pour ça, il faut vaincre une certaine énergie de liaison. Et au niveau du métal, on appelle ça le travail d'extraction. Je ne sais pas s'ils en parlent quelque part, là, quoi, sûrement. Hein. Voilà, c'est lui, la WS. Voilà, l'énergie de liaison d'un électron. On appelle ça aussi le travail d'extraction. Un travail en physique, c'est une énergie, c'est en joules. C'est une sorte de barrière à passer. Il faut une certaine énergie pour passer cette barrière et arracher l'électron. Donc là, dans l'effet photoélectrique qui avait été décrit par Einstein notamment, c'est le photon qui apporte l'énergie. Mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un effet thermo-ionique. Donc là, c'est la chaleur. Donc en gros, ce sont les collisions des atomes les uns avec les autres. Donc c'est un effet qui augmente qui croît avec l'augmentation de la température, bien sûr. Plus il fait chaud et plus l'effet est important. Mais qui est toujours présent pour les températures dès que vous êtes en dehors du zéro absolu, bien sûr. Donc on appelle ça la thermoélectricité. C'est lié à l'effet Peltier aussi. On va pas parler de l'effet Peltier aujourd'hui, on en parlera une autre fois, je pense. Mais en gros, vous avez un lien entre une transformation. Souvent, on a l'habitude de la transformation de l'énergie mécanique vers l'énergie électrique, ou l'inverse. Un moteur, par exemple, un moteur électrique, vous lui donnez de l'électricité, de l'énergie électrique, il va convertir ça en mouvement, en énergie mécanique. Et à l'inverse, un générateur, dans les centrales, ça part d'un mouvement d'une turbine, un mouvement mécanique. Et ce mouvement mécanique, cette énergie mécanique est transformée en énergie électrique. Donc là, a priori, il n'y a pas d'énergie mécanique dans tout ça. C'est de l'énergie thermique. Donc mécanique, c'est un mouvement, mais un mouvement macroscopique. C'est vraiment un objet qui avance ou qui tourne sur lui-même. Là, il y a des mouvements, mais au niveau atomique. Et donc, on décrit ça par de la chaleur, par de la température. Donc, ce sont des effets thermiques. Même si techniquement, c'est des mouvements, mais c'est pas à la même échelle. Il y en a qui... La mécanique, c'est au niveau macroscopique, la mécanique classique. Et la thermique, c'est au niveau microscopique. C'est des mouvements, des petits mouvements d'atomes, d'électrons. Ok, donc c'est des phénomènes qui sont connus depuis pas mal de temps déjà, depuis la fin du 19e siècle. Donc là, le professeur Guthrie, je sais pas comment ça se prononce, découvre qu'une sphère
de fer chauffé à rouge et chargé négativement va perdre sa charge. Donc le fait de chauffer le métal, ça a un effet électrique. La charge va partir. Et on imagine au niveau microscopique qu'il y a des électrons en plus qui sont accrochés à la sphère, au métal, et qui sont libérés par la chaleur. La chaleur donne suffisamment d'énergie à ces électrons pour qu'ils s'en aillent. Et donc la charge négative disparaît. Voilà, Hittorf, je crois qu'on en a déjà parlé de lui, Hittorf. Bon, il voit le même genre de phénomène, mais sur des gaz raréfiés. Et donc on se rend compte que ça permet de créer un courant électrique, surtout dans un milieu où on a fait le vide, dans un tube à vide par exemple. Voilà l'effet Peltier que j'ai évoqué juste avant. Ça montre que les métaux qui sont chauffés émettent de l'électricité. Mais le problème, si vous envoyez ces électrons dans l'air, ils vont tout de suite être absorbés par des molécules, vous n'allez pas voir l'effet. Alors que si vous faites ça dans le vide, dans un tube dans un tube à vide, vous allez pouvoir détecter le courant. Et c'est ça le début du tube électronique. Je reviens là-dessus. Donc ça permet de réaliser une amplification de signal. Vous mettez une tension électrique entre deux électrodes, entre deux morceaux de métal. Donc il y en a un qui va être chargé positivement, une électrode chargée positivement, une électrode chargée négativement. Et si en plus de ça, vous chauffez la cathode, par exemple, les électrons vont être arrachés au métal et ça va créer un courant. Et donc si à la base c'est un petit courant qui vous a permis d'alimenter le système, ça amplifie ce courant. Et donc généralement, on modélise ça donc soit par une diode, soit par un... Voilà, ici on voit un petit peu, on a les deux électrodes en bleu, mais en plus de ça, on a éventuellement, souvent on rajoute une grille qui permet de créer la tension. Et donc en fait, il y a 3 pôles. C'est pas un dipôle, voilà, la triode elle est là. Voilà la grille. Vous avez 2 pôles, l'anode et la cathode, et en plus vous avez une grille de commande. Et ça, c'est le point central de la révolution qui a amené au monde moderne avec les ordinateurs, c'est d'avoir 3 points au lieu de 2, ce qui permet de contrôler. Voilà, c'est une grille de commande, ça vous permet de contrôler. Et donc c'est la base des transistors, vous pouvez faire des portes logiques après avec ça, en contrôlant si le courant passe ou pas. Ça se fait non pas de manière un petit peu organique, un petit peu automatique, mais par un contrôle avec ce qui se passe entre les deux électrodes, vous le contrôlez avec une troisième électrode. Voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Donc voilà, ça donne des triodes, ça ressemble à ça. Et tout ça, ce sont les ancêtres des transistors, voilà, les tubes à vide. Et après, on a miniaturisé ça et on a fabriqué les transistors. Et généralement, donc la cathode, elle émet des électrons parce qu'elle est chauffée. Et donc, c'est un effet thermoionique. Voilà, donc notre homme du jour, là, Owen Richardson, il travaille sur ça. Donc, il reçoit le prix Nobel en 1928 pour avoir donné la loi qui relie justement l'émission le courant que vous allez mesurer, le courant électrique, à la température. Alors, on a bien ce lien entre la thermique, la température et l'électricité, le courant électrique. Donc voilà, la loi, elle est là. Donc dans chaque métal, 1 ou 2 électrons libres peuvent se déplacer d'un atome à un autre, qu'on appelle ça la mer d'électrons. Donc ça rejoint la théorie des bandes, dont on va peut-être un peu parler pour expliquer. Vous avez bandes de valence, de conduction, etc. Voilà, le mieux, c'est peut-être de regarder ça. Ça rejoint ce dont on a déjà parlé plein de fois. Dans un atome, je remets un petit peu en arrière, dans un atome, vous avez des niveaux d'énergie. Donc les électrons, ils peuvent occuper un niveau ici, un étage, un deuxième étage, un troisième étage, mais ils ne peuvent pas être entre les deux. Et dans un métal, comme vous avez plein d'atomes, en fait, je remets là, les niveaux d'énergie se démultiplient, et ils se démultiplient tellement, quand vous avez des milliards et des milliards d'atomes, qu'en fait, vous avez des bandes continues comme ça, donc des zones où l'électron, il peut être sur tous ces niveaux d'énergie-là. Donc c'est plus un seul trait, très fin, c'est toute une bande de conduction, de valence. Ça ne remplit pas l'intégralité du spectre énergétique. Vous avez des trous, des fossés, on appelle ça des gaps. On reprend le mot anglais. Et donc généralement, vous mettez les électrons à basse énergie. La nature préfère minimiser l'énergie. Donc les électrons sont mis d'abord en bas. Et donc vous avez ce qu'on appelle la bande de conduction. Vous avez un gap d'énergie à passer pour arracher les électrons aux atomes et les amener dans la bande de conduction, c'est-à-dire leur permettre de se déplacer et de créer un courant électrique, d'où le mot conduction. Mais pour ça, il faut amener de l'énergie pour passer cette barrière ici. Donc par exemple, si la barrière elle est trop grande et que vous avez rempli totalement ce qu'on appelle la bande de valence ici, valence, ça veut dire que c'est attaché à l'atome. Les électrons de valence, ils vont uniquement créer des liaisons avec l'atome voisin. Donc ça va permettre d'accrocher les atomes, mais ils ne vont pas se déplacer à l'autre bout du morceau de métal. Donc ils sont localisés. Alors que quand ils sont dans la bande de conduction, là, ils sont délocalisés. Ce n'est pas un point sur un atome, c'est plus une sorte d'onde qui peut se déplacer. Et ce déplacement, c'est ça le courant électrique. Mais dans beaucoup de matériaux, vous avez plein d'atomes comme ça, avec plein d'électrons, donc plein de charges électriques, mais elles sont toutes coincées dans la bande de valence. Elles ne passent pas dans la bande de conduction.
Et donc, il n'y a pas de courant électrique, quoi que vous fassiez. Et donc, on appelle ça un isolant. Donc, un morceau de bois, un morceau de plastique, typiquement, c'est un isolant. Vous n'allez pas pouvoir créer du courant électrique, faire passer du courant électrique dedans. Et pourtant, c'est des atomes avec des électrons, des charges électriques. Mais voilà, les électrons sont attachés aux atomes dans la bande de valence. Donc ça, c'est pour les isolants. Voilà, bande de valence, bande de conduction, vous les voyez là. Et voilà, vous avez les 3 cas. Donc ce que je viens de décrire, l'isolant, le troisième cas, le deuxième, c'est un cas intermédiaire un peu. Celui-là, là, vous avez un solide conducteur. Cette fois-ci, il y a suffisamment le gap est suffisamment petit pour que les électrons puissent passer facilement dans la bande de conduction. Voilà, ils sont là, ils vont monter dans la bande de conduction. Et là, ils sont délocalisés, ils peuvent se balader et créer un courant électrique et donner naissance à un courant électrique. Salut Anis, ça va? On est en train de parler, on est en train de faire une wiki-balade sur Richardson qui a décrit comment, quand on chauffe un morceau de métal, ça crée du courant, ça émet des électrons. Donc on parle de la théorie des bandes. Là. Et donc voilà, si le gap ici est suffisamment petit, la moindre énergie récupérée de l'extérieur va pouvoir amener un électron ici dans la bande de conduction. Et cet électron va donner naissance à un courant. Et cette énergie, par exemple, c'est de la chaleur. Donc si vous n'êtes pas au zéro absolu, il y a un peu de chaleur, il y a un peu de vibration, ça vous donne de l'énergie. Et cette énergie peut être donnée à un électron. Et l'électron, il va passer dans la bande de conduction. Et on va avoir un courant électrique. Voilà, c'est ça l'effet thermoionique. Et, donc ça c'est le conducteur. Et le cas intermédiaire, ce sont les semi-conducteurs. Donc pareil, là on est vraiment sur ce qui a donné naissance à la révolution informatique. C'est grâce aux matériaux semi-conducteurs qu'on a fabriqué des transistors, et donc des ordinateurs. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'électrons qui passent dans la bande de conduction. Voilà, ça ne déborde pas vers la bande de conduction. Mais le gap est très très petit. Et donc il n'y a pas cette bande de conduction inatteignable à très haute énergie qui ne peut pas accepter d'électrons. En fait, la moindre commande, justement, le moindre petit courant que vous allez donner, ça va permettre de faire passer des électrons dans la bande de conduction. Il va rester un trou dans la bande de valence. Et voilà, il y a toute la théorie des semi-conducteurs. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, vous avez ce cas intermédiaire qui permet d'expliquer comment on fabrique des transistors notamment. Et donc la loi de Richardson, c'est ça. Alors je vais essayer de retrouver, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, juste le tracé, on va pas trop détailler les mathématiques, avec une calculatrice graphique. Donc vous avez x au carré, ça ressemble à ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est les valeurs positives. Donc là, ce qui trace, c'est la densité de courant. Donc J, ça vous dit si le courant est élevé ou pas, c'est lié à l'intensité. C'est une densité de courant électrique. D'intensité. Et ça dépend de la température grand T. Et donc la température, je la mets en abscisse là. Et quand elle augmente, la densité, elle va augmenter. Mais elle augmente pas en x carré, vous voyez, il y a un petit facteur en plus. Ça, c'est juste une constante. Il y a une exponentielle, donc x carré fois exponentielle de moins 1 sur x. On va juste tracer ça, tant pis pour les constantes. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est la partie à droite là. Donc vous voyez, le x carré, il est en vert là. Et la loi réelle avec l'exponentielle, c'est en bleu. Donc vous voyez, à haute température, donc la température est en abscisse et le courant est en ordonnée. Et vous voyez, si je zoome sur le début, c'est beaucoup plus plat. Donc ça a du mal à démarrer comparé au x carré. Et ça décrit bien le fait qu'il faut arriver à proche du travail d'extraction pour avoir un effet notable. Donc au début, ça ne démarre pas, il n'y a pas de courant. Et à partir du moment, dès que vous chauffez suffisamment, les électrons vont pouvoir passer dans la bande de conduction et vous allez avoir un courant électrique. J pour Joule, peut-être, je sais pas. C'est peut-être lié à l'effet Joule, ouais. Souvent, on utilise I pour l'intensité et J pour la densité de courant. D'ailleurs, d'habitude, on met plutôt un J minuscule. Mais bon, ça, c'est des détails de notation. Vous pouvez l'appeler avec la lettre que vous voulez. Donc voilà, c'est pour avoir étudié tout ce phénomène et réussi à le décrire de manière quantitative. Donc il y a la description avec les mots qui est un peu qualitative et la description avec les équations quantitative, donc avec des quantités bien précises et des lois qui puissent être vérifiées et éventuellement contredites. Et après, il y a des ajustements. Le fait que les électrons puissent sortir du métal pour être émis, pour qu'il y ait un effet thermoionique. Là, c'est encore plus loin. Je parlais de la bande de conduction, là, mais là, c'est encore l'étape d'après, où comme dans l'effet photoélectrique, il y a les deux cas. Soit vous amenez l'électron dans la bande de conduction, il reste dans le métal, mais il a plus haute énergie, donc il peut se balader. Soit carrément, vous l'extrayez du métal. Là, c'est plutôt ce deuxième cas, vous avez le travail d'extraction. Et donc l'électron, il sort carrément du métal. Et pour faciliter ça, vous pouvez mettre une couche d'oxyde sur la surface du métal.
Et voilà, vous avez des facteurs qui changent un peu pour prendre ça en compte. Voilà, encore l'histoire de la bande de valence. Voilà, vous ajustez un petit peu. Mais en gros, la loi, c'est ça. Et c'est ce que j'ai tracé là. Donc vous avez la température qui augmente. Le courant n'augmente pas au début. Et puis d'un coup, boum, ça se met à augmenter, puis ça explose. Il y a aussi l'effet Edison qui est relié à ça. Donc là, c'est plus un effet d'asymétrie. Edison, il s'est rendu compte que certaines ampoules, suivant ce que vous mettez comme métal, par exemple là, une feuille d'étain, si vous mettez la tension dans un sens, vous n'avez pas de courant qui circule, mais dans l'autre sens, il y a du courant qui circule. Et donc il y a un effet d'asymétrie. On a souvent l'habitude de dipôles symétriques, mais là c'est asymétrique. Voilà, donc c'est une des découvertes d'Edison. Voilà, donc Edison, ok, il a piqué des trucs à Tesla, mais il a aussi fait des trucs tout seul. Il a fait de la physique, Edison. Voilà, c'était pas un ange au niveau des finances, des brevets, tout ça, mais il faisait vraiment de la physique. Voilà pour l'effet thermo-ionique et Owen Richardson. Voilà, fin de la Wikibalade. Donc voilà, comme je disais. Ah oui, non, il y avait un truc dont je voulais parler, je l'ai noté là. C'est qu'avec ça, on peut faire des convertisseurs thermo-ioniques. Et en gros, vous utilisez cet effet qui est très pratique parce que vous avez juste besoin de chauffer une électrode et ça vous crée du courant électrique. Et donc, ça donne une densité d'énergie qui est très grande. Notamment, vous pouvez alimenter ça avec n'importe quelle source de chaleur. Par exemple, une source nucléaire, une petite source nucléaire portable. Et vous mettez ça dans un satellite, par exemple, ou dans un drone. Et les satellites et les drones, ils ont besoin d'être les plus légers possibles. C'est très très cher d'envoyer quelques kilos, ne serait-ce que quelques kilogrammes dans l'espace. Même pour les drones, on ne veut pas qu'un drone ce soit trop lourd. Et donc, le problème des batteries, c'est que souvent c'est lourd, une batterie. Et pour mettre ça sur un objet qui vole, c'est pas très pratique. Or, le moteur thermo-ionique, le convertisseur thermo-ionique, qui utilise cet effet, il a une densité d'énergie qui est vraiment très très bonne, meilleure que les batteries. Alors, il faut augmenter, il faut atteindre des températures très élevées, mais voilà, dans certaines conditions. Et ça a déjà été mis sur des satellites. Tac, si je mets la page en anglais. Oui, voilà. Les Russes et les Américains, ils ont déjà fait ça. Voilà. Donc, soit vous avez un moteur thermo-ionique qui est chauffé par le soleil, vous récupérez la puissance du soleil, soit vous mettez n'importe quelle source de chaleur, ça peut être nucléaire par exemple. Voilà. Donc c'est très dense, donc c'est parfait pour les objets qui volent ou qu'on veut envoyer dans l'espace. Voilà une application pratique assez importante de cet effet thermo-ionique. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin de la Wikibalade.